c'est bon. Mon ami, réveille-toi. Chaque jour, la vie te file entre les doigts. Que veux-tu, tu vis la tête sous les draps. Réveille-toi, mon ami, réveille-toi. Montez, s'il vous plaît, vous avez la tête quand même. La commémoration du décès de notre ami Jean Pavlesco, que je tiens en très grande estime et qui était toujours qu'ils étaient toujours très sensibles par rapport aux aspects spirituels de l'Eurasie, très sensibles par rapport à la possibilité de retour des grands temps. Donc l'idée de Jean Pavlesco, c'était que l'éternité existe. L'éternité, ce n'est pas le passé. L'éternité, c'est le passé, le présent et le futur. Donc, c'est le source de l'éternel renouvellement du monde. Et le temps n'est que miroir de l'éternité, comme disait Platon. Et c'est précisément la possibilité de la révolution, c'est le retour aux sources. Et le nouveau, c'est l'éternel, précisément, parce que le temps change et dans le temps, tout se change. En même temps, les relations par rapport à l'éternité changent aussi. Donc l'éternité est toujours nouvelle, parce que le temps porte en soi quelque chose de nouvel, et relation entre temporel et l'éternel, ce sont les relations éternellement nouvelles. C'est, à mon avis, la source de la révolution spirituelle, c'est la possibilité du retour vers l'éternel. En même temps, nous devons évoquer peut-être au début de notre colloque sur la révolution spirituelle la critique de textes propres à la philosophie postmoderniste. Parce qu'il y a un grand mérite du postmodernisme de montrer que dans le monde humain, tout n'est que le texte, et tout texte représente certaines distributions et redistributions des rôles hiérarchiques. Donc, nous avons l'affaire aux narratifs différents, aux histoires différentes. Il y a un grand narratif de la modernité qui présuppose le temps linéaire, le temps progressif, donc certains types de la temporalité. Mais nous savons qu'il existait avant l'autre temps, l'autre type de la temporalité. Par exemple, l'éternel retour des sociétés archaïques, ou le temps eschatologique orienté vers l'assomption de temps et la transfiguration finale eschatologique propre aux grandes religions monothéistes. Donc, si on considère le temps comme le discours sur le temps, ou la société qui est le discours sur la société, et après la réalisation de la temporalité ou la socialité concrète, donc révolution est toujours possible, et la révolution consiste précisément dans le changement de narratif, le changement de discours. Si on change le discours, si on change la langue, on peut changer la réalité. C'est précisément ce qu'avait en vue Stéphane Mallarmé quand il a invité de changer la langue.
en changeant la langue, on change tout. Si nous, en changeant la langue, en changeant le contexte, en changeant le discours, on change le temps, la société, la distribution des rôles dans la société et les structures et les relations. On change tout. Dans le domaine des sciences, c'était Kuhn qui a proposé étudier la structure des révélations scientifiques en changeant les paradigmes épistémologiques. On change l'approche au phénomène qui s'ouvre dans l'autre dimension comme quelque chose d'autre, et c'est la possibilité de développement de la science. Donc, à mon avis, et à l'avis de mon ami Jean Parvulesco et pas mal de gens, d'autres gens, il est temps de faire la révision du discours dominant. Il est temps d'essayer de relativiser le narratif de la modernité en montrant une relativité, en montrant certains... en contestant le narratif de la modernité, et ça signifie qu'on peut questionner ou contester la temporalité linéaire. Donc l'idée que, par exemple, sécularisation représente le progrès, et que l'histoire de l'humanité se déroule dans un seul sens, à partir de l'identité communautaire vers l'identité individuelle, et après, à partir de l'individu, donc que nous avons aujourd'hui comme la figure normative, vers post-individu. Je l'appelle cette figure dividuum en latin, donc quelque chose qui peut être divisé. Individu, c'est quelque chose indivisible. Dividuum, c'est quelque chose de divisible. C'est le concept de la post-humanité qui est partie l'homme, partie machine, partie chimère, partie animal, partie cyborg, qui est le développement logique, en quelque sorte, de l'anthropologie progressiste. Quand on minimalise toujours le concept de l'homme maximum, l'homme universel, l'homme collectif communautaire, avec l'identité transcendantale, en quelque sorte, qui devient de plus en plus étroite, jusqu'à arriver à l'homme libéral, l'homme normativement individuel, et après, en passant vers l'homme postmoderne, post-humain, qui est dividuum, en quelque sorte, l'homme chimérique. Donc, aujourd'hui, on est en passage, pour les partisans de la modernité, le passage inévitable de l'homme individuel vers l'homme post-individuel, donc individuel, post-moderne et divisé, fragmentarisé, qui perd toutes les qualités constantes. Par exemple, son sexe, parce que c'est quelque chose arbitraire, devient de plus en plus, et la lutte des libéraux pour le droit des homosexuels, c'est la lutte pour la libération de l'individu de toutes les qualités qui puissent être jugées collectives, qu'on partage avec les autres. Donc, toutes les qualités que l'individu partage avec les autres sont en quelque sorte les limitations de sa liberté. Donc, toutes les formes qui placent l'homme dans quelques structures fixes, même la structure sexuelle et distribution des rôles sexuels, c'est déjà en quelque sorte le fascisme.
au conservatisme, etc., etc. C'est la libération de l'individu, mais en quelques moments, on arrive au point quand cette libération est accomplie, on n'a plus ni race, ni ethnie, ni identité religion, ni même identité sexuelle, parce que tout est arbitraire. On peut choisir religion, race, ethnie, nation, place d'existence, etc., etc. Même aussi, on peut choisir échanger à désir l'identité sexuelle. Donc, on arrive au concept de l'individu pur, absolu, quand l'individu est égaux à lui-même et à rien d'autre. Donc, l'individu est individu. C'est le triomphe de l'Aristote, le concept de identité de là et A. A est égaux à A. Et finalement, maintenant, on arrive à ce qu'on appelle la langue individuelle. Langue aussi, c'est quelque chose qu'on partage avec les autres. C'est pourquoi on arrive à la langue individuelle qu'on peut créer. Chacun peut créer sa propre langue parce que l'entendement l'un et l'autre, c'est toujours situationnel. Donc, il ne doit pas avoir quelque chose qui vraiment représente quelque chose commun entre les individus différents. Tout est la question de choix. Et maintenant, on a dans la situation quand il y a le passage d'un type normatif de l'individu vers post-individu. Et les postmodernistes, en critiquant le récit de la modernité, le discours de la modernité, ils prônent la postmodernité comme le passage fatal vers le domaine post-humain. Quand l'individu dit au revoir à sa propre unité. Quand l'individu, aussi le concept de l'individu, devient quelque chose qui limite les possibilités créatives de l'existence, de quelque chose qui n'est pas définissable, donc rhizomatique. Si on reprend le terme de Gilles Deleuze, donc on passe de l'individu vers le rhizome, l'être rhizomatique, qui n'est plus individuel, qui est post-individuel, qui est individuel. Et donc dans les réseaux, par exemple, informatiques, dans l'Internet, quand on change l'identité en juin, c'est vraiment quelque chose comme la préfiguration de cet rhizome-là, où il n'y a plus quelque chose de constant. Tout est flou, tout est changeant, totalement changeant. Donc c'est adieu à l'homme. L'homme, c'est fini. L'homme est célébré de Dieu, de l'État, théoriquement, de la nation, de toutes les formes de l'identité commune. Et finalement, on arrive au point quand l'homme, être l'homme, aussi est considéré comme l'identité collective, parce qu'on est l'homme en même temps que l'autre. Donc, on possède les mêmes qualités comme les autres, donc on limite l'autre. On limite la liberté. Donc, le pas dernier dans cette révolution programmée par la modernité et porté vers la fin logique par la postmodernité, c'est la déshumanisation de l'homme, parce que l'homme, c'est aussi qualité qu'on divise, qu'on a en commun avec les autres. Donc, c'est être homme, c'est le crime contre individualisme. Parce que c'est précisément le commencement de la défense des individus autres que les individus humains. Par exemple, écologie, ou le droit des machines, par exemple, on n'est pas encore arrivé,
Mais finalement, la défense des droits des automates, des objets, parce qu'ils sont aussi individuels. C'est le manifeste de Cyborg, par exemple, de Cyborg Manifesto, de féminisme américain, quand on propose de défendre les machines contre l'homme qui les utilise, parce que les machines sont les êtres, les entités individuelles, finalement. Mais c'est le moment où nous sommes, dans le moment du passage de la modernité vers la postmodernité. Et si précisément l'homme se trouve sous la contestation. Et on peut, dans ce moment critique, choisir l'autre voie. Et c'est précisément ce que pensons nous, on nous appelle, comment dire, les partisans de quatrième théorie politique, ou les traditionalistes, ou les représentants de la postmodernité autre, alternative. Nous acceptons ce qu'il s'agit seulement de discours, nous acceptons la critique postmoderniste de toutes les sociétés comme le discours organisé, mais nous n'acceptons pas que le passage de l'homme vers la situation post-humaine, le passage à partir de la modernité vers la postmodernité programmée par la liberté, c'est quelque chose de fatal. Ici, précisément, on peut faire autrement, parce que tout est mis sous question, tout est contesté, tout n'est que le récit. D'accord, mais il y a aussi le récit, ou méta-récit, de la temporalité moderne, mais aussi il y a autre méta-récit postmoderniste qui nous impose quelques concepts de post-temps. Comme chez Deleuze, c'est la superposition de temps éon sur chronos. Le chronos, c'est le temps de facticité corporelle sans continuité, et le temps de l'éon, c'est le temps seulement gnoséologique, où il y a le futur et le passé, mais il n'y a pas le présent. C'est le temps avec le sens de passage à partir du passé vers le futur, mais où manque le présent. Il y a le présent, le temps de présent qu'on appelle chronos, le temps chronique, où il y a sens, c'est complètement irrationnel, corporel, mais c'est le présent, ce que faut le présent. Donc, ici, il y a le passage où le temps est mis sous question. Et ici, on peut proposer, contre l'idée de ce passage fatal vers la postmodernité, l'autre figure du temps, ce que Jean Brulesco appelait le retour des grands temps. Qu'est-ce que c'est grand temps? C'est en quelque sorte l'éternité réfléchie dans le temps. C'est l'éternité qui donne au temps le sens en faisant du temps quelque chose de sacré. Du sacré est, disons, chargé de certaines présences de l'autre qui était refusé par la modernité. Donc, on peut célébrer dans l'avènement de la postmodernité le retour vers la prémodernité. Mais non pas vers la prémodernité comme le passé, mais le retour vers la prémodernité comme la réflexion de l'éternité. Donc, c'est le retour le pas en avant, comme Heidegger disait, vers
l'autre présent ou l'autre futur. Le présent et le futur qui provient, qui devrait prévenir de l'éternité, de la même manière comme le passé sacré de la tradition provenait de cette même l'éternité, toujours différente, toujours diverse. Donc ce n'est pas la répétition, ce n'est pas le pas en derrière, c'est le pas en avant, parce que en avant on peut aller dans deux sens. Dans le sens déjà prédestiné par la modernité et dans le sens alternatif, dans le sens révolutionnaire. Donc, le passage vers la postmodernité est programmé. Mais le sens de ce passage n'est pas programmé. Ici, on est libre. On peut tomber dans la fatalité de la liberté qui nous pousse vers l'horizon post-humain, et on peut faire le saut vers le grand retour, ou le retour des grands temps. On peut comprendre ça avec Heidegger, de son période moyenne, quand il pensait Ereignis, l'événement, et quand il élaborait son eschatologie métaphysique, ou plutôt ontologique, de dernier Dieu, der letzte Gott, Beiträge zur Philosophie. Son œuvre, je ne sais pas si c'est déjà traduit en français, je présume que oui, c'est l'ouvrage, à mon avis, fondamental de Heidegger, où il parle de Ereignis, de l'événement final, de l'eschatologie de l'être, et de l'événement de dernier Dieu. Et donc, je crois que la révolution spirituelle de laquelle on parle ici, c'est en quelque sorte le pressentiment du retour de dernier Dieu. Qu'est-ce que c'est le dernier Dieu chez Heidegger? C'est assez difficile d'expliquer, mais finalement, pour connaître ça, on doit faire certaines excursions dans la pensée de Heidegger moyenne, dans son anthropologie. Selon Heidegger, il existe 4 types humains dans la situation actuelle du monde moderne. Premier type, ce sont les gens qui sont comme les moteurs de la modernité. La modernité pour Heidegger, c'est Gottesnacht, c'est la nuit des dieux. C'est le monde où le Dieu meurt, en laissant l'homme et le monde d'être libre de Dieu. Donc c'est Gottesnacht, la nuit des dieux, la nuit où il n'y a plus Dieu, où Dieu est mort. Il y a les gens qui, dans la nuit de Dieu, poussent cette situation vers le point plus noir que le noir lui-même. Donc, ce sont les libéraux, les progressistes, les gens qui nous poussent vers le point plus obscur de l'obscurité, vers le cœur de la nuit, vers le bout de la nuit, si on rappelle l'œuvre de Céline. Donc, c'est le passage au bout de la nuit qui est presque accompli, et où au centre de ce passage, il y a l'enthousiasme de certains groupes progressistes que veulent la nuit de plus en plus obscure parce qu'ils sont peut-être les enfants de la nuit. Ils voient dans la nuit leur propre lumière. C'est possible. Ce sont les optimistes du progrès qui maintenant sont représentés par les libéraux progressistes, disons de droite économique et la gauche sociale.
Donc, pour Jean Pogolevska, ce sont les agents du néant, parce qu'ils remontent le rapprochement vers le néant. D'autre côté, il y a deuxième type des hommes, les conservateurs, qui ont l'horreur de temps qui va vers le cœur de la nuit, qui ont peur de la nuit, qui veut sortir de la nuit parce que la nuit les opprime, parce que la nuit heurte, la nuit des dieux heurte, parce que c'est difficile d'être au centre de la nuit. Et la douleur de personnage de Céline qui accomplit ce voyage-là, donne à penser que Céline, en accomplissant ce voyage-là, son personnage, Bardamu, Ferdinand Bardamu, aussi ressent horreur de ce noir-là. Finalement, les conservateurs veulent créer, restaurer les faux tableaux, les tableaux pour se garder contre l'attaque de l'ennemi. Ils affirment l'existence de Dieu sans croire en Dieu parce que le Dieu est mort, mais ils ne peuvent pas supporter sa mort, donc ils font semblant qu'il n'est pas mort du tout. Ils ne le croient plus, mais ils ne peuvent pas supporter son absence, les conservateurs. C'est pourquoi ils sont perdus d'avance, selon Heidegger, parce qu'ils refusent par la peur de voir la nuit, de regarder la nuit dans les yeux. Il y a troisième type de l'humanité qui ne comprend absolument rien de tout ce qui se passe, qui est toujours content, mécontent, et qui est toujours satisfait de ce qu'on dit à eux. Donc, ils ne possèdent pas l'esprit critique, ils s'adaptent. Ils s'adaptent au jour, parfaitement, ou à la nuit. Ils peuvent exister dans les situations avec Dieu, d'une manière passable, et sans Dieu aussi, parce que ça ne les touche pas. Rien ne les touche pas. Ils sont humaines, qui ne sont pas trop humaines, je dirais. Humaines, pas trop humaines. Donc, parce qu'ils ne répondent pas aux défis existentiels et ontologiques ou historiques. Ils ne sont pas les êtres historiques. Ils ne sont pas les êtres simples. Et Heidegger, paradoxalement, défend ces êtres-là. Il dit qu'ils sont comme les fleurs, comme les animaux. Il faut les aimer. Il ne faut pas les réveiller. Parce que le réveil par rapport à douleur, parce que être l'homme, c'est être l'être souffrant, c'est souffrir. Et si quelqu'un dort, il ne faut pas le réveiller. Et la masse dort, l'humanité dort, et va dormir jusqu'à la fin, et peut-être même après. C'est le prophète de l'islam qui a dit l'homme dort, quand il meurt, il se réveille. Peut-être. Finalement, c'est le troisième type qui ne nous touche pas absolument, c'est la majorité écrasante des hommes, pas trop humaines. On peut faire de leur cyborg si on veut, donc on peut les, instruire dans toutes les écoles possibles. Ils acceptent tout, mais en même temps, en acceptant tout, par son hyper conformisme, ils rejettent tout. Ils sont toujours les mêmes, ils sont très fraîches. Ces représentants, ils peuvent être même regardés comme la source de certains goûts de la vie. Heidegger était pour les gens simples.
il y a, mais aussi finalement, les progressistes qui veulent la nuit encore plus obscure et, disons, les conservateurs qui font le contraire en voulant arrêter, mais ils ne connaissent pas qu'on ne peut pas arrêter le temps, mais ils veulent, disons, faire le délai. Ils luttent pour le délai de temps. Donc, les conservateurs et progressistes ont en querelle, parce que tous les deux sont plus ou moins réveillés. Les uns veulent la nuit, les autres veulent le contraire. Et dans le duel, la lutte des progressistes et les conservateurs, certains toujours gagnent et les autres toujours perdent. Les progressistes gagnent toujours, parce qu'ils font le complot avec certains types de temps. Et les conservateurs réagissent seulement et perdent toujours. Toute l'histoire, c'est la perte des conservateurs. Et l'histoire de la victoire de la nuit de Dieu et de ses agents. Les agents du néant sont plus ou moins toujours ceux qui gagnent. Et finalement, il y a un quatrième type, selon Heidegger. C'est tout à fait rare. Ce sont les gens qui n'acceptent pas la nuit comme quelque chose, comme le but de l'histoire, qu'ils sont enracinés dans le sacré, qui portent le Dieu en leur cœur, mais finalement qui n'ont pas peur de la nuit. Et c'est eux qui représentent l'héritage spirituel de l'élite eurasienne et les agents de retour de grand temps. Donc, ce type, quatrième type anthropologique, ces gens qui intuitivement comprennent que l'éternité, ce n'est pas seulement en arrière, que l'éternité se trouve juste après le moment de la minuit cosmique. Donc, qu'ils ont en quelque sorte les gens qui comprennent qu'il existe l'aube et que le point plus noir de la nuit cosmique, c'est en quelque sorte autre commencement. C'est l'autre concept de Heidegger, autre commencement, qui est central pour sa pensée. Et pour Heidegger, ce quatrième type de gens sont modernes, ils n'ont pas conservateurs, mais ils ne sont pas progressistes. Ils comprennent que la nuit, c'est la nuit. Ils ne prennent pas la nuit pour le jour, et l'obscurité pour la lumière. Mais ils peuvent supporter, regarder la nuit dans les yeux. Ils n'ont pas peur de la nuit, mais ils ne sont pas de la nuit. Ils sont dans la nuit. Ils ne sont pas de la nuit. Ils ne veulent pas la nuit, mais ils acceptent leur destin, être là où ils sont. Et c'est dans le moment du passage vers le point plus noir de l'histoire humaine, vers l'homme s'approche à ses limites, il tend de les dépasser par en bas, vers le dividum, c'est l'apparition de ce type, de quatrième type de gens qui risquent le plus, qui risquent un souffle, au bout de souffle, un souffle de plus que tous les autres êtres. Donc ce sont, on peut les appeler les conservateurs, révolutionnaires conservateurs. On peut les appeler les porteurs de la tradition dans le monde où il n'y a plus la tradition, ou les traditionnalistes sans tradition. Ils sont pour la tradition, mais ils ne défendent pas la tradition du passé. Ils défendent la tradition
éternel qui devrait être là où il n'y a aucune trace de la tradition. C'est précisément très important parce que le quatrième type ne peut apparaître que dans le moment plus obscur. Parce que dans le monde de la tradition, on ne peut pas les distinguer des masses qui sont tout à fait imprégnées par la lumière de la tradition, ou des conservateurs qui se trouvent très bien dans cette situation, dans la tradition. Ils ne sont pas identifiables dans les autres circonstances ontologiques. Et seulement dans la nuit absolue du passage vers la postmodernité, quand ce type de gens se manifeste. Je crois que les traditionalistes, et Jean Pavlesco, et les gens auxquels faisait l'allusion, les gens de quatrième type auxquels faisait allusion Heidegger, représente cette figure particulière, eschatologique, qui peut laisser commencer le retour des grands temps. C'est par eux que les grands temps retournent. Donc cette position, c'est la position qui est tout à fait différenciée. On peut ici souvenir le concept de l'homme différencié de Julius Evola, parce qu'il pensait qu'il existe le type de l'homme différencié qui représente l'homme traditionnel dans le milieu où il n'y a plus de la tradition. Il reste traditionnel sans tradition, dans le monde sans tradition. Et ces éléments-là, qui lui reste traditionnel, malgré l'absence de la tradition, c'est fait de lui quelque chose de plus que l'homme traditionnel normal ou conservateur. Il n'appartient pas à la tradition par l'inertie, il appartient à la tradition par mission. C'est en quelque sorte la réalisation descendante de Guénon qui vraiment ici est en cause. Et je crois que finalement, la révolution spirituelle est faite par ce type de gens. Donc, si on va regarder le retour vers le sacré, ou le retour vers la religion comme une expression concrète et contingente du sacré et de Dieu, comme le retour vers le passé, on jamais n'accomplira rien. Parce que les progressistes, les libéraux, les partisans de Pussy Riot et des droits humains toujours vaincront. Parce que c'est en quelque sorte le destin de la sécularité, de l'humanisme individualiste, humanisme minimal, comme Alain de Benoît a défini ce phénomène-là, toujours va à vaincre. Parce que c'est en quelque sorte la logique de l'histoire. Et la logique de l'histoire qui est plus profonde, qui est proprement le résultat de confrontation de forces contingentes. Il y a certaines fatalités dans ce que les libéraux et les progressistes font. Il y a certaines fatalités dans la perte de la bataille de la part des conservateurs. C'est vraiment quelque chose de fatal. Mais ce qui n'est pas fatal, c'est l'apparition de quatrième type, comme les porteurs de la révolution spirituelle, malgré la religion et malgré le sécularisme. Plus que cela, la situation actuelle est encore plus convenable et plus positive par rapport à l'apparition de ce type-là, si nous avons affaire à l'éternité et non pas avec la simple représentation de l'éternité. La représentation de l'éternité dans la société traditionnelle religieuse, c'est fini. Il n'y a plus la représentation de l'éternité. Maintenant, on perd même la représentation de temps
Parce que le temps rhizomatique et chronique des postmodernistes, ce n'est plus le temps. On perd le temps qu'on a perdu l'éternité, plutôt comme on a perdu la représentation de l'éternité. Et c'est pourquoi je crois que c'est maintenant le moment plus actuel de l'apparition de ce type-là, d'un type de révolutionnaire spirituel qu'on peut accomplir la révolution et le retour des grands temps sans faire l'appel à la représentation de grands temps. C'est donc, si l'éternité existe vraiment, c'est le moment dernier à elle de se manifester. S'il s'agissait seulement de la représentation plus fraîche l'a vaincue définitivement. Donc, on est dans la nuit pour toujours. Mais s'il y a le jour, c'est le temps à lui de donner les premiers signes de son retour. C'est, à mon avis, c'est la métaphysique de la spiritualité et du réveil spirituel d'aujourd'hui. La tradition, comme la représentation de l'éternité et du sacré, est finie. Et les progressistes ont aidé à faire ça. En faisant ça, ils ont préparé le terrain pour nous, pour la génération de quatrième type de l'humanité, décrit par Heidegger. Et je crois que Jean Pavlesco est aussi certains types de gens qui existaient ou existent aujourd'hui, représentés précisément, en quelque sorte, les prophètes de l'avènement de ce type-là, de ce type qu'on peut qualifier comme les hommes qui restent humains, précisément dans le moment quand toute l'humanité arrête d'être humaine. Donc, on peut dire qu'ils sont représentants de Dieu qui reste fidèle au Dieu quand le Dieu meurt. Et c'est l'autre concept anthropologique. Ce n'est pas l'anthropologie, disons, progressiste, c'est l'homme maximum, c'est l'homme de la lumière, duquel a parlé Henri Corbin dans ses textes, qui maintenant, c'est le temps à réapparaître à cet homme, c'est le dernier moment, s'il existe. Et s'il existe, ce qui écrivait Pavlesco, c'était tout à fait vrai, et va à accomplir. S'il s'agissait de quelque autre représentation traditionnaliste, bien, donc on peut dire adieu à l'homme, parce qu'on est fatalement destiné à désapparaître en tant que l'homme moderne. L'homme moderne ne tient plus. Il n'existe pas. Déjà, c'est fini avec lui. Si on encore est l'homme, ce n'est pas pour longtemps. Parce que les agents d'union qui sont tout à fait conscients qu'ils font, et les masses qui jamais ne sont pas conscients de rien, ils garantissent l'exapparition de l'humain. Et même, en même temps, ce moment de plus obscur, plus noir de la nuit, de se paraître de l'homme véritable, de l'homme en tant que tel, l'homme comme Dieu, ou l'homme Dieu, parce que il n'existe pas l'homme sans Dieu comme il n'existe pas Dieu sans homme. Ils sont mutuellement liés. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut dire sur le rapprochement de l'orthodoxie et du catholicisme? Je crois que finalement, si on regarde ces deux traditions chrétiennes comme
l'effort historique de la représentation de la sacralité, on voit que la division entre deux églises était historiquement, culturellement, intellectuellement, politiquement absolument fondée. C'était deux voies de deux civilisations, de deux parts de l'humanité européenne, qui finalement se séparaient jusqu'avant la date de la schisme définitive, à partir de ce que les orthodoxes considèrent comme l'usurpation de Charlemagne de la dignité impériale, mais peut-être encore plus tôt, ce sont deux voies chrétiennes ou européennes de l'histoire, de représentation de l'Église chrétienne qui étaient différentes et qui sont fixées dans deux types post-chrétiens. Dans le libéralisme occidental post-catholique, post-protestant, d'un côté, parce que c'est en quelque sorte la sécularisation d'un type de christianisme catholique occidental, la société moderne post-chrétienne. Et dans l'autre situation, par exemple, le communisme soviétique, comme la forme du sécularisme, de la sécularisation de la spiritualité orthodoxe chrétienne, comme Berdiaïev a montré dans le texte sur les racines du communisme soviétique. C'est tout à fait juste. Maintenant, on arrive à deux formes sécularisées de deux branches de christianisme. Comment on peut revenir, comment on peut s'allier? Pour commencer, l'Occident n'est plus catholique, n'est plus chrétien, c'est post-chrétien, libéral, séculaire. Donc, il ne s'agit pas de l'Occident, il s'agit de certains cercles minoritaires, marginaux, en Occident, qui représentent peut-être catholicisme. Jusqu'à quel point, donc, c'est à vous à décider, ça je ne peux pas juger. L'autre côté, la société russe, qui maintenant fait le retour, certains retours en apparence vers l'Église orthodoxe, encore, ce n'est pas la continuation de la tradition d'orthodoxie. Il y avait certains moments historiques du communisme qui a totalement transformé, sécularisé l'âme russe. Donc, on ne peut pas faire identifier la Russie actuelle, la société russe, comme la société orthodoxe, ou le pays orthodoxe. Il y a bien sûr l'Église orthodoxe, il y a certains cercles orthodoxes. Mais finalement, ils sont dans les situations de la restauration de sa propre identité. En restaurant cette identité, peu à peu, au fur et à mesure, les orthodoxes découvrent qu'ils sont différents des catholiques. Avant, ils étaient différents des chrétiens. Les hommes soviétiques ont passé par l'éducation, car Dieu, donc les libéraux, les progressistes ont fait leur travail. Maintenant, on découvre qu'on est chrétien orthodoxe, et en découvrant ça, on découvre qu'on n'est pas catholique. Parce qu'être orthodoxe, ce n'est pas catholique. Je ne sais pas comment se produit le retour de l'identité chrétienne catholique en Occident, peut-être différemment, mais je crois que finalement, ce que nos ancêtres, nos précédents chrétiens ont choisi la séparation, ce n'est pas l'hasard. Ce n'est pas proprement le détail historique. Il y avait les raisons profondes, culturelles, historiques, métaphysiques, et non seulement politiques. C'était deux cultures, deux types anthropologiques de la chrétienté qui s'est séparés, par certaines raisons qui restent à découvrir et finalement à repenser. Mais en repensant ça, nous ne pouvons pas arriver immédiatement à la réconciliation des églises, parce que maintenant les églises se trouvent en état, disons, je crois, très particulier, ils seulement redécouvrent
au contraire, oublient leur identité. Donc, l'identité de l'Église catholique de l'Occident et l'Église orthodoxe de l'Orient se trouve maintenant dans la situation quand ils commencent à redéfinir leur attitude par rapport au temps où on est. Ici, donc, le sécularisme pousse à l'adaptation des normes séculaires en Occident comme en Orient. On est beaucoup plus conservatif chez nous, orthodoxe, mais finalement, ça ne fait pas la différence fondamentale. C'est le temps. Encore quelques perestroïkas, réformateurs, et finalement, on arrivera aux situations plus ou moins parallèles à la vôtre, avec le délai. Parce qu'on est conservatif, on fait le délai. Donc, mais on ne fait pas l'autre, on ne choisit pas l'autre orientation historique. Donc, c'est hors de question en Russie, comme c'est hors de question, je crois, en Occident. Mais, si finalement, on pourrait songer de l'unification des deux églises, et ce que j'ai essayé d'expliquer à Jean Pavlesque, parce que je n'étais pas d'accord dans ce point avec lui totalement, je crois qu'il y avait la période dans l'histoire de notre Église chrétienne où nous étions dans le même contexte historique. Cette période se perd de vue quand on commence à faire la périodisation de l'histoire ecclésiastique chrétienne. Donc, il y avait la période des catacombes, la chrétienté originale. Et c'est bien commun à l'Église occidentale et à l'Église d'Orient. Il y avait après ça le passage vers la période du christianisme de l'Empire, quand le christianisme est devenu la religion de l'Empire romain. Et il y avait, à partir de la période des conciles de Nice, vers jusqu'au moment de Charlemagne, il y avait 5 siècles de l'existence de ce qu'on appelle parfois la période de la patristique gréco-latine. Donc, c'était la période du christianisme impérial, commune à l'Occident et à l'Orient chrétien, avec quelques papes ou patriarches en Orient et en Occident, avec la certaine dominance d'autorité de l'évêque de Rome, avec tous les considérations de la part des autres groupes de l'Église, avec un seul impérateur byzantin pour tous les pays. Donc, on avait 5 siècles de l'héritage vraiment commun, pré-scolastique et proprement dit orthodoxe, quand on était orthodoxe catholique impérial. Et précisément après, c'est très important, l'idée de symphonie de pouvoir impérial et ecclésiastique qui faisait le contexte religieux politique de cette chrétienté. C'était chrétienté européenne commune, orientale et occidentale, impériale, avec un seul empereur byzantin, et avec quelques patriarches. Parmi eux, le patriarche numéro 1, c'était l'évêque de Rome. Donc c'était catholique, mais en même temps orthodoxe, byzantin et impérial. Et seulement après ça, quand après 8e siècle, commence la séparation de deux branches. Finalement, c'est la naissance non seulement de la catholicité, comme seulement catholicité, mais aussi de l'orthodoxie comme l'orthodoxie. Ce n'est pas encore deux branches qui se considèrent hérétiques, comme après 1054.
Mais finalement, c'est déjà la préparation de deux chrétientés, de deux branches de l'Église, de deux sociétés. Finalement, cette séparation, c'est proprement l'explication de la guerre froide, de la géopolitique du XXe et même XXIe siècle. Donc, c'est quelque chose de très profond, cette séparation. On ne peut pas se débarrasser de lui, parce que c'est de ça comme de quelque chose d'hasard, ce n'est pas par hasard. Mais finalement, après ça, toutes les idées d'unir deux branches de l'Église chrétienne, c'était fait surtout de la part des catholiques, en imposant le pouvoir du pape. Donc, le modèle plus ou moins Guelph, disons, qui n'est considéré comme l'empereur de l'Occident, ou ne considérait pas la possibilité même de l'empereur, et disons, en comptant les empereurs comme les rois, les grands rois. Mais dans le contexte de cette étape impériale chrétienne, catholique orthodoxe, empereur n'était pas le roi, n'était pas grand roi même. C'était quelque chose d'autre, complètement d'autre. On pouvait avoir beaucoup de rois et seulement un seul empereur. Un seul empereur. Même les patriarches étaient nombreux, plusieurs. 4, 5, mais d'Antiochie, de Constantinople, l'évêque de Rome, mais un seul empereur. C'est très important. Et c'est l'aspect politique, chrétien politique, qu'il est ignoré souvent. Parce qu'on regarde la situation ou d'un point de vue des orthodoxes ou d'un point de vue des catholiques. Mais finalement, il y avait la vision de deux églises, pas catholiques, pas orthodoxes, mais gréco-latine patristique. Il y a 5 siècles, c'est assez, historiquement assez. C'est beaucoup, je crois. Et finalement, si on songe de cette réunification de l'Europe, de deux églises, ou de l'Eurasie, ici aussi on joint le courant de pensée de Jean Pavlesco, on doit penser encore de l'Empire eurasiatique, de l'Empire unifiant l'Orient et l'Occident. Et il y a 2 auteurs russes qui proposaient cette vision comme le projet pour le futur. C'est très intéressant. Non seulement comme l'analyse du passé, mais comme le projet pour le futur. C'était le poète russe Tchouchtchev, Fyodor Tchouchtchev, et le philosophe russe Vladimir Solovyov. Tous les deux ont proposé certaines utopies chrétiennes eschatologiques, visualisant un grand empire eurasiatique avec le tsar russe et le pape catholique. C'est donc le retour vers le christianisme impérial de la première 5 siècles de l'histoire chrétienne. Donc, dans ce cas, le personnage du tsar russe est plus important que l'orthodoxie proprement dit, parce que avoir le tsar, l'empereur oriental, provenant de domaine de la culture byzantine, c'est en quelque sorte, ça suffit. On garde les ordres, les rites, chacun pour soi, mais finalement en reconnaissant certaines prédominances de l'évêque de Rome et reconnaissance légitimité du tsar oriental, l'empereur chrétien, dans la figure de chef de la Russie. C'était deux projets de Solovyov et de Fyodor Tchouchtchev. Si on applique ce projet-là, on peut envisager théoriquement, parce que toujours, il est plus important le discours. S'il y a le discours, s'il y a la possibilité de ce discours d'être réalisé. Donc, si on propose cette vision au titre de l'exemple à suivre, on peut aussi souvenir les paroles de Nietzsche. Ce que je vois, l'Europe comme la Grèce,
sous la domination de Rome si les Russes vont vaincre l'Europe occidentale. Donc, il dit en faveur de colonisation de la Russie impériale orthodoxe de l'Europe comme le bien pour l'Europe. Donc en Europe aussi existait, et comme Jean Pavlesco aussi a montré dans son ouvrage, Vladimir Poutine et Empire eurasien, traduit en russe, ce qui c'est possible renouveler aujourd'hui. Parce que peut-être, si on considère le temps comme le changement fatal, mécanique, disons, des identités, à partir de l'identité commune, collective, vers l'identité individuelle et post-individuelle, donc ça paraît d'être fantaisie pure et irréalisable, donc quelque chose complètement privé d'intérêt et de réalité. Mais si on considère tout ça comme réversible, si on accepte la pluralité des temps, on peut proposer en quelque sorte la concurrence des visions, concurrence des discours. Et dans ce cas, le discours de la réunification des deux églises dans le contexte de la création de l'empire eurasiatique, russo-européen, avec le tsar russe, avec l'église catholique reconnue en tant comme le symbole de la spiritualité de l'Europe occidentale, sont tout à fait viables. Dans ce contexte, on avait le précédent historique, on a la situation critique qui montre que la continuation par inertie de processus qui se déroulent par soi-même nous mène inévitablement vers l'abîme. C'est le nom d'Edgar Morin, le livre d'Edgar Morin, Vers l'abîme, je suis tout à fait d'accord, ou le nom d'ouvrage d'Alain Devinois, Au bord de l'abîme. Je crois que l'abîme c'est le mot pour comprendre le moment actuel. Je crois que l'abîme nous aide dans ce cas, dans cette situation. On est devant l'abîme, on peut bien y aller, et c'est plus que possible qu'on arrivera bientôt. Mais finalement, devant l'abîme, au bord de l'abîme, c'est juste le moment de penser, de repenser l'alternative. Je crois que si on peut créer la vision alternative, ça sera en quelque sorte la création de l'empire eurasiatique de la fin, avec le tsar russe de l'Orient, mais il n'y a plus de possibilités. Aujourd'hui, la Russie, c'est le pouvoir de l'Orient plus grand encore, et la culture spirituelle européenne catholique. Mais en même temps, je crois que ce projet-là doit être le projet du quatrième type de gens. Parce que par l'inertie, c'est impossible à arriver, parce que par l'inertie, on arrive à l'abîme, si on ne fait rien. Si on insiste sur le délai de l'abîme, peut-être on peut réussir. J'ai parlé avec Fukuyama, par exemple, à Washington, en le demandant quelle est son vision de la fin de l'histoire. Il m'a dit que j'ai été en hâte de proclamer la fin de l'histoire. Il faut encore le délai, parce que nous ne sommes pas encore préparés pour la fin de l'histoire. Nous devons encore moderniser l'humanité en gardant, en conservant le status quo libéral avec les États nationaux pour moderniser plus la population. Seulement après on peut accéder. Sinon, ça sera terrible. Donc, il s'est proclamé conservateur. Il veut le délai de la fin de l'histoire déclaré par lui-même. Donc, il y a certains qui insistent sur le délai, certains délais. Peut-être on va réussir, mais on ne résout pas de telle manière le problème.
on va vers l'abîme, c'est sûr. On est à bord de l'abîme. Je crois que c'est progressisme, c'est bien évident. Les masses, comme le personnage d'Orwell a dit, si vous, Winston, si vous comptez sur les masses, vous avez tort. Jamais on ne peut, disons, espérer quelque chose des masses. Les masses sont très bien, mais jamais ils n'entrent dans l'histoire. Même en faisant semblant qu'ils sont là, ils ne sont pas, ils sont absents. Ils rentrent dans l'histoire par le dos. Donc, ils toujours ils montrent leur dos à l'histoire, toujours, même en entrant dans l'histoire. Donc, c'est en quelque sorte grand simulacre. C'est plutôt la révolte des élites de lâches qui maintenant est en train de s'accomplir, c'est l'avilissement de la classe dirigeante, révolte des élites. Et je crois que finalement, si on considère 4 issues proposées par Heidegger, les conservateurs ne peuvent pas, rien, révolution spirituelle. Ils peuvent peut-être insister sur certains délais. Les progressistes, c'est bien évident ce qu'ils font et qu'ils vont faire, parce qu'ils passent par la ligne directe vers l'abîme. Si Edgar Morin pose la question vers l'abîme, et disons, le monde américano-atlantiste vers l'abîme, oui, d'accord. C'est bien clair tout ça. Donc les masses sont calmes. Il reste seulement quatrième type qui doit apparaître. Pavlovsky les appelait les hommes de destin. Et je crois que pour les hommes de destin, il n'y a rien impossible. Donc parce que pour eux, le temps est réversible. Parce qu'ils croient vraiment en éternité, et l'éternité agit à travers d'eux. Je crois que c'est la clé pour la révolution spirituelle. Merci. Donc vous êtes tous, je vous remercie de cette brillante conférence, très riche et suggestive. Alors vous aurez la possibilité d'y avoir accès sur le site du cercle aréopage.org d'ici 1 ou 2 mois. Maintenant, il va y avoir le buffet au sous-sol et vous pouvez converser éventuellement avec M. Alexandre Douguine ou Darentière ou David Mascret et vous faire dédicacer leurs œuvres. Donc descendez, il y a bien de descendre. Venez.